Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais commencer, si vous me le permettez, Monsieur le Président, par remercier le député Jean-Paul Lecoq pour sa présence aujourd'hui au banc. Comme nous aurons l'occasion de le voir, je ne serai pas d'un accord parfait avec le député Lecoq, mais je trouve qu'il y a une forme à la fois de respect des formes démocratiques et en même temps de respect du débat public qui s'exprime à travers la présence du groupe communiste au banc aujourd'hui. J'ai eu l'occasion hier, lors de l'allocation du président à 22h30, de regarder un peu les réactions des uns et des autres. Et je voyais le président Mélenchon commenter la stratégie vaccinale, la question industrielle de production des vaccins. Et c'est sûr que lorsqu'il s'agit de commenter le retard français en termes de production de vaccins, il y a du monde. Il y a du monde sur les bancs des différentes oppositions, et d'une certaine manière, c'est bien normal. Lorsqu'il s'agit de venir participer à un débat sur les causes profondes qui font qu'aujourd'hui, la France est en retard sur la question des biotechnologies et sur la question de la production des vaccins, je ne vois pas le président Mélenchon. Je ne vois quasiment aucune des oppositions. Personne sur les bancs de LFI, personne sur les bancs du Parti socialiste, personne sur les bancs des Républicains. Seul le Parti communiste est là, évidemment, avec la majorité, que je remercie de porter le débat sur un sujet absolument essentiel. Je pense qu'il y a, je le dis, dans le passé du Parti communiste, une relation à la technique, qui dépasse d'ailleurs le seul cadre technique, qui explique ceci. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de conséquence dans l'action des responsables politiques. C'est trop facile de venir commenter sur les plateaux lorsqu'il s'agit de s'intéresser à la question des vaccins et au retard français, pour, lorsqu'on travaille sérieusement sur le sujet et qu'on débat de sujets qui sont absolument essentiels, sur la question du progrès technique, sur la question de l'investissement dans la recherche, sur le retard européen en la matière, de faire place vide et d'avoir autre chose à faire. Je pense qu'il y a une forme de conséquence et que les uns et les autres gagneraient à avoir une forme de décence dans l'action politique. Pour en revenir au fond du sujet, je pense effectivement que le débat qui nous agite aujourd'hui est absolument essentiel, complexe, compte tenu de l'ensemble des déterminants, de la situation de tension sur un certain nombre de sujets, de tensions sociales, de tensions géopolitiques, mais qu'il est absolument déterminant. Et d'ailleurs, je veux remercier le groupe Agir pour avoir suscité ce débat qui me semble absolument déterminant pour l'avenir de notre pays, mais également de l'Europe. Je vais me permettre, si vous le permettez, d'élargir un petit peu le débat à la question de la recherche et de la compétition technologique que se livrent actuellement un certain nombre des grands ensembles mondiaux, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, mais également des autres pays. Et c'est là que je diffère un peu du député Lecoq. Je pense que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a une très forte concurrence technologique. Et vous êtes d'ailleurs élu du Havre, en tout cas de la circonscription du Havre, et vous en êtes vous-même témoin plus que d'autres, compte tenu de l'importance des échanges internationaux, de l'importance de la compétition internationale dans la question des échanges maritimes, de la compétition internationale, également de la compétition intra-européenne, puisque les premiers concurrents du Havre, c'est évidemment les ports du nord de l'Europe. Mais vous êtes également témoin, dans ce monde d'échanges internationaux, de l'importance de la question technologique et du progrès technologique, qui doit évidemment toujours se concevoir dans une acception où on respecte l'humain, où on respecte la transition, mais il y a une concurrence technologique entre les ports d'Anvers, de Rotterdam et le port du Havre, et le risque que courrait le port du Havre à ne pas innover, à ne pas être à la pointe de la technologie, c'est bien malheureusement de se retrouver déclassé dans la compétition internationale. J'étais il y a quelques jours, comme vous le savez, dans la belle ville du Havre pour parler de 5G, justement parce que nous estimons que c'est un élément absolument indispensable de la compétitivité des ports. Alors nous avons quelques débats sur le sujet, mais je pense que la responsabilité des décideurs politiques, ce n'est pas de voir le monde tel qu'ils aimeraient le voir. Nous aimerions bien évidemment qu'il y ait une forme de coopération internationale globale et que chacun puisse se concentrer sur une part de la recherche pour maximiser le profit global. Et d'ailleurs, le profit humain, évidemment, global. Et d'ailleurs, il serait, en matière de théorie économique, assez intéressant de savoir si ce modèle-là serait plus efficace qu'un modèle de concurrence. Peu importe, ce n'est pas le monde tel qu'il existe. Nous sommes en concurrence avec les États-Unis et la Chine.
Et les choix que nous faisons aujourd'hui, les choix que nous avons faits hier, conditionnent nos emplois, notre souveraineté, nos modèles sociaux de demain. Et si l'on regarde le monde tel qu'il est et tel qu'il va, oui, il y a une compétition technologique, il y a une compétition dans la recherche, comme il n'y en a pas eu depuis plusieurs décennies. Nous assistons actuellement à une forme de course aux armements, symbolisée par les investissements énormes de la Chine et des États-Unis dans un certain nombre de technologies critiques, l'intelligence artificielle, le quantique, le cloud, les biotechnologies, les NBIC de manière plus globale, comme cela a été indiqué par Thomas Gassilou, on voit une convergence de ces technologies entre la biotechnologie, la nanotechnologie, la microélectronique, et une compétition pour acquérir à terme une forme de suprématie technologique, une forme de suprématie économique dont le prolongement est toujours la question de la souveraineté nationale et de l'indépendance de l'Europe. Et dans ce cadre-là, le risque que court l'Europe, le risque que court la France en particulier, c'est un risque de déclassement significatif. Quelques chiffres pour l'illustrer. Je me rappelle, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, lorsque ce gouvernement a été élu, en tout cas le président de la République a été élu en 2017, la différence d'investissement entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre en matière d'intelligence artificielle était de l'ordre de 1 à 10. C'était la même différence d'investissement entre l'Europe et la Chine. Pour des raisons différentes d'ailleurs. Les États-Unis, c'est un marché capitaliste, fondé sur l'initiative privée, et l'investissement était essentiellement d'origine privée. Mais Amazon, rendez-vous compte par exemple qu'Amazon, à lui tout seul, investit chaque année 22 milliards de dollars. La recherche française, la R&D française dans son ensemble, c'est 60 milliards de dollars investis chaque année. Donc une seule entreprise américaine fait déjà à elle seule un tiers de ce que fait la recherche française. La Chine, c'est un autre modèle. C'est un modèle largement drivé par les investissements, tiré par les investissements étatiques. Mais en tout cas, le risque que nous courons est un risque de déclassement. Et ce risque de déclassement, il est le résultat de choix ou de non-choix qui sont des choix ou des non-choix politiques. La valeur, le pourcentage du PIB français investi aujourd'hui dans la recherche et développement en France, c'est 2,83%, ou 2,84% de mémoire. Les Allemands sont déjà à 3%. Ils ont l'ambition d'aller à 3,5%. Si nous restons collés à 2,83% et que les Allemands passent à 3,5%, c'est 60 milliards de dollars chaque année que les Allemands investiront en plus de la France, de plus que la France, dans leur industrie, dans leur recherche et dans leur avenir. C'est pour ça que je dis que le pourcentage investi dans la recherche, que le retard européen en la matière, qui n'est pas général, il y a des endroits où nous tenons encore tête et nous sommes encore dans la course. Mais en termes de masse globale, nous sommes en retard. N'est que le résultat de choix politiques des majorités précédentes qui ont été des choix qu'ils doivent assumer. C'est pour ça que ce gouvernement, dès le début, a choisi de faire de la question technologique, en étant parfois, il faut le dire, un peu raillé sur la question du numérique, par exemple, un axe extrêmement fort de sa politique. Ce sont les différents plans sectoriels, le plan dans l'intelligence artificielle, le plan dans le quantique, le plan dans la cybersécurité, le plan dans les biotechnologies, et c'est plus globalement la loi de programmation pour la recherche qui représente une ambition que certains estiment peut-être insuffisante, encore faut-il qu'ils en aient tiré les conséquences quand ils étaient au pouvoir, de plus de 25 milliards d'euros en 10 ans. C'est un investissement historique dans la recherche française qui est absolument indispensable et sans lequel nous ne bâtirons pas, et nous décidons inconsciemment d'abandonner notre économie, d'abandonner nos emplois et d'abandonner notre souveraineté et notre modèle social. Le modèle social français ne vient que de certains choix économiques, mais de l'inventivité, de la créativité et de l'audace d'un certain nombre d'entrepreneurs, de chercheurs, d'entrepreneuses et de chercheuses françaises et européens à la fin du 19e, qui dans le rail, dans la chimie, dans l'aéronautique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont choisi, dans le nucléaire, on pourrait revenir d'ailleurs sur le nucléaire, Monsieur Lecoq, je ne suis pas certain que si on avait fait un référendum sur le nucléaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait eu un enthousiasme
exceptionnelle de la population française à l'idée d'investir dans l'atome. Autant d'argent d'ailleurs. Et je ne suis pas certain que sans le nucléaire, la France serait ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est un autre débat. En tout cas, si l'on regarde les choses en face, nous avons besoin de réinvestir dans la recherche et dans le développement, nous avons besoin de réinvestir dans l'innovation, et nous avons besoin que le privé réinvestisse dans la recherche et le développement et l'innovation. Parce que si l'on regarde la différence et le retard que nous avons avec les autres pays qui représentent des puissances d'innovation, ce n'est pas sur la dépense publique, qui est probablement, d'ailleurs de mémoire, plus élevée en France qu'ailleurs, c'est sur la dépense privée. Alors, pour ne pas être trop long, il y a évidemment, et cela a été évoqué par vous, M. Lecoq, par la députée Mireille Clapeau, une question d'acceptabilité du progrès technologique qui s'est fait jour dans les sociétés occidentales. Elle est évidemment décisive, elle est évidemment indispensable, et nous ne saurions continuer à pousser le bouchon sans prendre le temps d'avoir ce débat sur la question de l'acceptabilité. Je ne pense pas, je le dis tout de suite, Monsieur Lecoq, que l'on règle ces problèmes à coup de référendum. J'ai dit mon avis sur ce qui se serait passé si nous l'avions fait sur la question du nucléaire. Je pense que ça nécessite des débats précis, des débats longs, des débats contradictoires sur des questions qui sont de véritables choix. En la matière, la prochaine élection présidentielle sera l'occasion pour chacun, et probablement le meilleur cénacle démocratique, pour faire le choix de sa relation au progrès technologique et au progrès tout court. Et chacun aura l'occasion de se positionner sur des sujets aussi essentiels que l'intelligence artificielle, la 5G dans la bande 26 GHz, ou encore les biotechnologies ou les nanotechnologies. Et chacun, les Français, auront l'occasion de choisir. Je ne doute pas que cette question du progrès sera un élément absolument central du débat de la prochaine élection présidentielle. En tout cas, il me semble indispensable que la France retrouve ce discours de progrès, et je suis d'accord, là, avec la plupart des intervenants, sur le fait qu'il y a une voie européenne et française qui allait à la fois une ambition d'innovation extrêmement forte, une ambition pour la recherche extrêmement forte et une prise en compte de l'humain qui doit nous permettre de trouver une voie française dans la question de l'innovation. Encore faut-il pour cela que nous soyons capables d'avoir un débat apaisé et que nous ne dévoyions pas certains principes tels que le principe de précaution. J'ai regardé il y a quelques semaines une interview du professeur Étienne Klein qui revenait sur cette question du principe de précaution. Le principe de précaution est essentiellement un principe de recherche, ce n'est pas un principe de blocage. Faire de ce principe de précaution, le dévoyer en faisant un principe de blocage, de refus du progrès, de peur en quelque sorte, c'est le dévoyer complètement par rapport à sa philosophie initiale. Et si nous ne sommes pas capables de passer par-dessus cette prévention, de faire en sorte de voir lucidement ce que nous avons à gagner, ce que nous avons à perdre, alors la fin de l'histoire, c'est ce qui est en train de se passer avec les vaccins. Les difficultés de la biotechnologie française, les difficultés de la recherche biotechnologique française sont la conséquence en partie d'un dévoiement du principe de précaution. Nous avons surpondéré les risques dans les processus d'innovation technologique et d'innovation en biotechnologie. Tous les chercheurs en biotechnologie vous le diront. Pourquoi Emmanuel Charpentier est parti en Allemagne? Pourquoi le dernier prix Nobel français en génétique est parti en Allemagne? Je pense qu'il faut se poser les questions qui aboutissent aujourd'hui à une forme de déclassement technologique dans certains secteurs. Si nous ne prenons la question de l'innovation en santé que par la question du risque, alors à la fin, ce sont les autres qui produiront les vaccins. La recherche technologique, c'est un équilibre lucide entre la question du risque et la question du gain à la fin. Et je pense, d'ailleurs je fais référence au discours hier du président, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a dit, il est revenu sur cette question du risque. Il y a un rapport au risque, un rapport à l'échec aussi, que nous devons retrouver. Nous avons construit notre prospérité technologique, notre prospérité sociale sur des gens qui prenaient des risques. Il fallait oser monter dans un avion quand vous veniez de l'inventer. C'est la même chose sur la question des vaccins. Si nous refusons le risque, alors nous devons en assumer les conséquences. Je ne vais pas être
beaucoup plus long sur un sujet qui, comme vous le voyez, me passionne. Mais je veux encore une fois rappeler l'importance de ce débat, remercier la majorité et le groupe communiste pour leur présence ce matin au banc. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de poursuivre ces débats, notamment dans les questions, mais pas que. Et je vous remercie.